Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Madame Pack. Madame Pack, pour le compte-rendu en public, je vous ai demandé s'il y avait des fois où, personnellement, vous avez vous-même pris des mesures pour stopper des incidents au moment où ils se déroulaient, et vous avez répondu à cette question par oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'une ou l'autre de ces occasions? Bien, il y a eu un jour, je ne me rappelle vraiment plus du jour, il y a les mini-cars de transport qu'on appelle communément Baka, qui étaient remplis de ressortissants burkinabés, qui étaient environ 18 personnes, qui rentraient chez eux au pays, au Burkina, parce qu'ils étaient excédés des exactions. Alors, arrivé au niveau du carrefour Saint-André, c'est un carrefour qui est non loin du commissariat où j'étais à l'époque. Ce mini-car a été interpellé, disons bloqué par un groupe d'autodéfense, un groupe de jeunes patriotes. Ils ont voulu incendier le mini-car avec les passagers à bord. Donc quand j'ai eu l'information, j'ai pris un groupe de policiers, nous sommes allés sur les lieux et on a fait venir le mini-car et les passagers au commissariat pour les protéger. Mais le commissariat a été envahi par une horde de près de 1000 jeunes qui voulaient coûte que coûte en découdre avec nous parce qu'ils insistaient pour qu'on leur remette les passagers de ce car-là qu'ils allaient tuer. Nous avons fait mains et pieds pour pouvoir dégager la sortie du commissariat. Nous avons pu faire sortir carrément le véhicule et du commissariat et de notre zone de compétence pour qu'ils puissent regagner tranquillement leur pays. Voilà. Parmi tant d'autres actions que nous avons menées. Madame Pack, en ce qui concerne la date de cet incident, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous avez envoyé votre lettre le 28 février, lorsque vous êtes allé voir Monsieur Blé Goudet, vous l'avez décrit plus tard au cours de cette semaine, est-ce que vous vous souvenez à quelle date a eu lieu cet incident par rapport à ces autres dates? Sincèrement, je ne peux plus me souvenir, mais je pense que c'était après le 28 février. Madame Pack, vous avez parlé de votre cousin précédemment qui avait été bloqué à un barrage. Est-ce que vous pourriez nous raconter cela, le président? Un instant. Sur cet incident, vous disiez, nous sommes allés sur place, nous avons emmené le petit bus et les passagers à la police, au commissariat de police pour les protéger. Lorsque vous dites nous, est-ce que c'est vous avec d'autres ou bien vous en tant que commissariat de police ou d'autres personnes s'y rendant en tant que vos subordonnés et ensuite vous faisant rapport? Quand je dis nous, moi-même j'y ai pris part avec un officier plus des éléments. Quand je dis nous, c'est de cela que je parle. OK. Thank you. Le président, merci. Madame Pack, combien d'entre vous se sont rendus sur les lieux? Est-ce que vous vous souvenez à cette occasion? Non, sincèrement, je ne me souviens plus. And you tell us that Pack,
Vous nous dites que les personnes à qui l'on allait mettre le feu dans ce Baka, vous dites qu'il s'agissait de jeunes patriotes. Comment est-ce que vous le savez? Les jeunes patriotes qui étaient dans le Baka ou bien qui étaient au barrage? Madame Pack, les jeunes patriotes au barrage, vous avez dit qu'ils étaient sur le point de mettre le Baka à feu, en feu. J'aimerais savoir comment vous avez pu les identifier en tant que jeunes patriotes. Je vous l'ai dit, pour la plupart des barrages, en tout cas ceux qui étaient à Yopougon, étaient tenus par des jeunes patriotes. Ça, je le confirme. Now let's go to your cousin. Madame Pack, revenons à votre cousin. Vous avez parlé d'un incident en ce qui le concerne. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, il s'est retrouvé un soir, je crois, devant l'hôtel Meyambli, c'est à Yopougon. C'était pas dans ma zone de compétence, c'était dans la zone de compétence du commissariat du 17e arrondissement. C'était une nuit. Très tard, il rentrait, il devrait être environ 1h du matin, je ne sais pas où il était quitté. Il s'est retrouvé devant un barrage d'autodéfense. On lui a demandé de décliner son identité. Il a montré sa carte sur laquelle était marqué Koulibaly Basile. Donc, vu qu'il était du Nord, ils l'ont pris pour un assaillant. Et ils ont voulu, d'après eux-mêmes leurs propres termes, le briser. How did you learn this? Comment avez-vous appris cela? C'est lui-même qui m'a appelé aux environs de 1h du matin. J'ai reçu son coup de fil. Il m'a dit que je suis aux mains des jeunes patriotes qui disent qu'ils veulent me brûler. Je leur ai dit que je suis ton frère. Je leur ai dit que je suis le frère du commissaire du 16e. Ils ont dit qu'il fallait qu'ils prouvent cela. Donc, raison pour laquelle il m'a appelé. Donc, l'un des jeunes patriotes a pris le téléphone et il m'a dit exactement, oui, nous sommes avec votre frère ici. Il dit qu'il est chez votre frère. Nous voulons vérifier. Nous vous donnons 10 à 15 minutes. Si vous ne venez pas le chercher, nous on le braise. Alors, comme ce n'était pas dans ma zone de compétence, j'ai appelé le commissaire du 17e arrondissement, c'était le commissaire Sanogo, pour lui demander le nom de l'officier qui était de permanence ce jour-là. Et il m'a répondu que c'était le lieutenant Danon. Et comme le lieutenant Danon avait déjà travaillé avec moi avant d'être muté là-bas, j'avais son numéro de téléphone. Donc je lui ai dit, ok, merci, moi-même je vais l'appeler. Donc j'ai appelé le lieutenant Danon pour lui demander où est-ce qu'il était. Il m'a dit qu'il était au service. Je lui ai demandé si le véhicule du service était là. Il m'a répondu oui. Je lui ai donc demandé de prendre le véhicule de service, d'aller avec des éléments rapidement devant l'hôtel Meyambli pour sauver mon cousin qui risquait d'être brûlé. Il m'a dit OK. Et heureusement, il s'est exécuté rapidement. Il a pu l'extirper de leurs mains. Et il l'a ramené au commissariat. Il devrait être environ 2 heures. Il m'a rappelé pour savoir ce qu'il devrait faire. Je lui ai dit de le garder au violon
pour être sûr qu'il ne va pas sortir pour rencontrer encore d'autres personnes, de le garder donc au violon jusqu'au lendemain matin. Enfin, il faisait déjà jour pratiquement. Il était déjà 2 heures. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et le lendemain matin, vers les 6 heures, il m'a appelé pour savoir ce que je devais faire. Je lui ai demandé de me passer mon cousin en question. Il me l'a passé. Je lui ai demandé ce que lui-même il comptait faire. Il m'a dit que séance tenante, il rentrait au village. Et c'est comme ça qu'il est rentré au village. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. And just reverting. Madame Pack, pour revenir à la conversation avec le jeune patriote dont vous avez parlé, il était au téléphone et d'après ce que j'ai, il vous a dit que votre cousin, enfin il vous a demandé si c'était effectivement votre cousin ou votre frère qui se trouvait au barrage. Est-ce que c'est exact que votre cousin leur a dit que vous étiez son frère? Je voulais juste avoir la précision. Oui, exactement, c'est ce qu'il leur a dit. Okay. Okay. Now, Madame Pack, j'aimerais revenir sur les rapports que vous établissiez. Vous avez déclaré que vous aviez fait rapport des morts et des mises à feu sur lesquelles vous aviez reçu des informations ou que vous aviez vu vous-même, ou au moins leurs conséquences. Je voudrais vous montrer un document. Le document 00450389. Tout d'abord, cette zone de Banco 2, est-ce que cela relève de votre compétence? Est-ce que c'est dans votre zone de compétence? Oui, Banco 2 relève de ma zone de compétence. Enfin, relevait de ma zone de compétence quand j'y étais. perhaps you can just. Madame Pack, est-ce que vous pourriez d'abord regarder votre écran, le document qui est affiché sur l'écran? C'est un document public. Est-ce que vous connaissez ce genre de document? And just for the record, it's headed a. Madame Pack. Et pour le compte-rendu, ça s'appelle BQI spécial numéro 122 du lundi 28 février 2011. Oui, je connais bien ce document. And can you. Madame Pack, Madame le greffier d'audience, est-ce que vous pourriez descendre jusque district de Yopougon, en bas de la page? Le président, ce document ou bien ce type de document? La question que vous avez posée, si vous reconnaissiez ce document ou ce type de document. Oui, je connais le document, je connais ce type de document. Du moins, je connais plutôt ce type de document. Mais le document en particulier qui est là, non. Yes. En haut, expéditeur, préfet de police d'Abidjan et destinataire
Nous avons donc là les destinataires. Je dis bien que je connais ce type de document. Il s'agit d'un béquille spécial qui est fait par le préfet de police chaque soir, adressé au directeur général de la police nationale. And back down then to the district of... Madame Pak. Et en bas, à l'endroit où on dit district de Yopougon, il y a un incident enregistré à 13h55. Le président Maître Bougnon. Président, le témoin a dit qu'il connaît le type de document, mais pas ce document en particulier. Pas ce document en particulier, il ne l'a jamais vu. Donc je ne crois pas qu'en plus, il n'est même pas l'expéditeur, il n'est même pas le rédacteur. Donc je ne sais pas pourquoi on veut lui demander des commentaires sur ce document qu'il ne connaît pas. Donc j'objecte à ce que le témoin fasse des commentaires sur le document qu'il ne connaît pas du tout. He's not making... Le président, il ne fait pas de commentaires sur le document, mais sur les faits qui y sont reportés. Moi, j'autorise la question. Madame Pak, merci, Monsieur le Président. Je vais lire ce qui est dit dans le document. Banco 2. And then we read... Et puis, la description de l'incident. Est-ce que... Non. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident particulier? Cet incident particulier, non. Mais il y en avait plusieurs cas comme ça, donc je ne peux vraiment pas me souvenir. And are you aware... Madame Pak, comment se fait-il que des informations sur des incidents dans le district de Yopougon à Banco 2 puissent être reportées dans un BQI de la sorte? C'est que c'est forcément nous qui avons donné l'information au préfet de police. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de faits similaires, donc je ne peux pas me souvenir vraiment des cas en particulier, non. Mais je pense que si c'est noté comme cela, c'est forcément nous qui avons donné l'information au préfet de police. And by you... Madame Pak, nous, vous voulez dire le commissariat du 16e arrondissement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous, je veux dire le commissariat du 16e arrondissement. And just generally... Et d'une manière générale, en ce qui concerne vos rapports sur ces incidents, est-ce qu'il y avait un suivi? Est-ce que vous receviez un suivi de la part de votre hiérarchie, de vos supérieurs dans la police? Non, il n'y avait pas de suivi. Non. Were there any instructions? Question, est-ce qu'on vous donnait des consignes en ce qui concerne ces incidents? Le président, il n'y avait pas de suivi, donc il n'y avait pas de consignes ou d'instructions, c'est la même chose. Madame Pak, je vais vous poser une autre question. Hier, vous nous avez dit que vous aviez des réunions avec le préfet de police dans ses bureaux, par conséquent à la préfecture d'Abidjan. Est-ce que vous vous souvenez, et là nous en avons fini avec les barrages routiers, les tueries et les incendies, est-ce que vous vous souvenez si lors de ces réunions, des incidents spécifiques ont été abordés au cours de la crise? Eh bien oui. Au cours d'une des réunions, je ne me rappelle plus si ce jour-là, le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, parce qu'il arrivait quelquefois où il venait
assister aux réunions. Je ne sais plus si ce jour-là, il était là. Mais en tout cas, nous étions en réunion avec le préfet de police. Et puis, il y a l'un des commissaires qui a posé une question, le commissaire Bamba Swalio, qui a dit, mais nous sommes des policiers, nous sommes témoins des actes de vandalisme et de pillage sur les domiciles des dignitaires des partis d'opposition. Nous savons qui fait cela et nous ne faisons rien. Vous ne donnez aucune consigne. Alors, il a demandé au préfet de police, en la matière, quelle était la consigne, qu'est-ce que nous devions faire. Malheureusement, le préfet de police n'a pas répondu. On est passé à autre chose. And just Madame Pack, en ce qui concerne le vandalisme et ses pillages, est-ce qu'il a indiqué qui commettait ces actes de vandalisme et de pillage? Lui, il n'a pas dit qui commettait ces actes, mais nous tous, nous savions qui le faisait. Il ne s'en cachait pas. C'était un ex-secrétaire général de la FESI, un certain Kofi Serge. Il ne s'en cachait pas. Il disait qu'il avait créé un mouvement qu'on appelait le CRAC à l'époque, je crois, qui signifiait comité. Le R, je ne me rappelle plus trop, mais le A, c'est d'action concrète. Comité, le R, je ne vois plus. Le A, c'est d'action et le C, c'est concrète. Ça veut dire quoi? Il réunissait des jeunes de la FESI. Il partait au domicile des dignitaires de l'opposition, notamment du RHDP, qui était pour la plupart à l'hôtel du Golfe. Il pillait, il vandalisait ces domiciles. Et il était connu, il ne s'en cachait pas. Et malheureusement, on ne nous demandait pas non plus de l'arrêter. Et donc, c'est pour cela que le commissaire avait posé la question au préfet de police pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais on n'a pas eu de réponse. do you call about Question. Est-ce que vous vous souvenez quand cette réunion spécifique a eu lieu? Je ne me rappelle plus. What is the name? Le président, pourriez-vous nous donner le nom de l'ancien secrétaire général du FESI? Vous avez dit Kofi et nous n'avons pas pu saisir le reste de son nom. Pourriez-vous répéter ce nom? Serge. Ah, Serge. OK, thank you. Le président, très bien, merci. Madame Pack, nous allons maintenant aborder un autre sujet. Je vais vous montrer un extrait vidéo tout d'abord. Il s'agit d'un document public dont la cote est 00640092. La transcription est à 00860919. Pour commencer, je vais vous montrer un extrait sans le son. Et la transcription correspondante pour cet extrait sans le son est 0007.23 à 000729. Donc je vais vous montrer cet extrait sans le son. Je vais vous demander de bien regarder les images, puis je vous poserai mes questions. now I have a question.
Madame Pack, j'ai maintenant une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, très bien, c'est Maggie Lotoka. Thank you. I'll go. Madame Pack, merci. Je souhaite maintenant que l'on revienne au début de la vidéo et je vais montrer un extrait dans son intégralité. Il s'agit de 000607 à 0802. En ce qui concerne la transcription, il s'agit de l'intégralité des lignes de la transcription. Nous ouvrons à présent les pages consacrées à la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Il avait été demandé en son temps aux jeunes dans les quartiers de rester vigilants. Eh bien, ces jeunes qui doivent veiller afin de signaler tout mouvement suspect dans les quartiers. Laurent Seri, qui était sur le terrain, nous apprend que cette vigilance porte ses fruits. Les comités de veille installés par les jeunes volontaires dans les communes d'Abidjan portent leurs fruits. La fouille de coffres de véhicules et la surveillance de nuit comme de jour pour interpeller tout mouvement suspect ont contribué à ramener la quiétude dans les quartiers. La crise politique que connaît la Côte d'Ivoire depuis la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, l'on assiste à une guérilla urbaine, une autre forme de rébellion soutenue par le RHDP. Pour les organisations d'autodéfense, à l'image de celle que dirige le commandant Magui, il faut, à défaut de combattre la rébellion, ce qui reste l'affaire des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, aider à la sécurisation des quartiers des différentes communes. Sur le terrain à Yopougon, la plus vaste commune de Côte d'Ivoire, ces éléments sont actifs pour la défense et la souveraineté du peuple ivoirien. Pour le commandant Magui, il faut soutenir le président de la République, Laurent Gbagbo, qui incarne la légalité constitutionnelle, étant donné qu'il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain, développé, démocratique, où les intérêts des Ivoiriens sont respectés. La visite effectuée à la CRS 1 et à la BAE est pour encourager les forces de défense et de sécurité qui sont en phase avec le peuple ivoirien, déterminé à faire barrage à toute volonté de lui imposer un dirigeant non élu. Le commandant Magui invite les Ivoiriens à rester unis et soudés pour la victoire. Yes. Question. Madame Pack, avez-vous déjà vu cet extrait vidéo? Non, à part aujourd'hui. Okay, I'll just ask one. Madame Pack, dans ce cas-là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous reconnaissez le lieu que l'on voit dans la dernière partie de cet extrait? Je crois avoir reconnu, si je ne m'abuse, la caserne BAE. Now I want to return to. Question. Je souhaite maintenant que nous revenions à Magui Le Tocard. Nous pouvons mettre cette vidéo de côté. Hier, vous nous avez déjà dit ce que faisait cette personne et son groupe. Vous nous avez dit la chose suivante. Il s'agit de la page 98 de la transcription d'hier à partir de la ligne 22.
Je vais paraphraser. Donc, vous disiez qu'il conduisait, qu'il menait des opérations de police, et à la page 99, ligne 123, parfois il réalisait des arrestations de personnes qui étaient soupçonnées d'être soit des rebelles, soit des assaillants. Fin de citation. Comment avez-vous appris l'existence de ces activités, à savoir l'interpellation de personnes qui étaient soupçonnées d'être des assaillants ou alors des rebelles? Comment avez-vous appris cela? Arrestations qui ont été réalisées par Maggie Le Tocquard et son groupe. Nous avons reçu des témoignages, souvent des gens qui ont été victimes. And the suspected... Question. En ce qui concerne ces assaillants ou ces rebelles présumés, comment étaient-ils, pour autant que vous le sachiez, identifiés comme étant des assaillants ou des rebelles présumés par Maggie Le Tocquard et par son groupe? Comment étaient-ils identifiés? Je ne sais pas comment ils procédaient, mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est au faciès. C'est-à-dire, on vous arrête, on vous contrôle, on demande vos pièces. À l'issue, si on se rend compte que vous êtes un nordiste, vous êtes un potentiel assaillant, ils peuvent aller vérifier chez vous, faire des perquisitions que j'appelle des opérations de police. So when you say... Question. Lorsque vous dites qu'ils essayaient d'identifier ou de déterminer si ces personnes étaient du Nord, c'est en général les personnes qu'ils considéraient comme étant des assaillants ou des rebelles, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. À leur entendement, rebelles ou assaillants ne pouvaient provenir que du Nord. Now, so far as... En ce qui concerne Maggie Le Tocquard et son groupe, vous nous avez dit qu'ils avaient arrêté des gens. Ils ne sont pas officiers de police, donc que faisaient-ils exactement? Alors, ce qu'ils faisaient avec les gens, ça, je ne peux pas le savoir. Mais pour ce qu'on a appris, c'est que très souvent, ils bastonnaient les gens. Et puis après, s'ils ne lui reprochaient rien, ils le libéraient. En fait, au départ, ils nous envoyaient des gens qui suspectaient d'être des assaillants. Nous, quand on nous envoie ces personnes, on les entend sur procès verbal et on les envoie à la DST, la Direction de surveillance du territoire. C'est eux qui sont outillés pour ce genre d'enquête. Mais quand la DST les entend, mène les enquêtes, se rend compte qu'il n'y a rien contre ces individus, systématiquement, ces individus sont libérés. Ce qui n'était pas du coup des patriotes et des miliciens et autres. Donc finalement, ils ne nous amenaient plus de gens. Ceux qu'ils considéraient comme assaillants ou rebelles, ils les traitaient eux-mêmes comme ils le voulaient. And just to... Madame Pack, pourquoi est-ce que vous envoyez les personnes qui vous étaient amenées par Maggie Le Tocquard et son groupe, pourquoi est-ce que vous les envoyez à la DST, ces personnes? On le faisait pour deux raisons. La première raison, si on libère immédiatement l'individu à qui nous ne reprochons rien, c'est sûr qu'il sera lynché ou tué. Donc, pour le protéger lui-même, pour le protéger l'individu, on l'a envoyé à la DST. Là-bas, une enquête était menée. À l'issue, très souvent, les gens étaient libérés, mais ce qui n'était pas de leur goût. Voilà. And you Question, vous nous dites
que vous protégiez ces gens. De qui est-ce que vous les... ou contre qui est-ce que vous les protégiez lorsque vous les envoyiez à la DST? Eh bien, on les protégeait contre les jeunes patriotes. And Question. Je vais vous poser la question suivante. En ce qui concerne les activités de Maggie Le Tocard, quand est-ce que cela s'est produit? Quand est-ce que ces arrestations, ces passages à tabac des assaillants et des rebelles présumés se sont-ils produits exactement? Sincèrement, je ne sais plus, mais je pense que c'est à l'approche, pendant et après les élections. Je pense. and how is it that Maggie Question. Comment se fait-il que Maggie Le Tocard et son groupe avaient le pouvoir d'interpeller des gens et de les remettre ainsi aux mains de la police? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on baignait dans une atmosphère d'impunité. Sinon, en temps normal, à l'heure actuelle, ce genre de phénomène n'est pas possible. Alors là, pas du tout. Parce que les consignes sont claires. Pas d'impunité. Celui qui commet un acte, il est délictuel ou criminel, il est arrêté et présenté devant le juge. Mais à l'époque, ces actes étaient courants, que ce soit un milicien, que ce soit un élément de la FESI, ou bien même que ce soit un simple patriote. Il arrivait qu'il procédait à des arrestations, que souvent ils nous les envoyaient, ou bien ils les traitaient eux-mêmes. C'était l'impunité généralisée. you've described these activities Question. Vous venez de décrire les activités de Maggie Le Tocard et de son groupe. Et vous nous avez dit que c'était dans la période qui précédait les élections, pendant les élections, mais également après les élections. Est-ce que vous vous souvenez d'autres activités dans lesquelles Maggie Le Tocard et son groupe auraient été impliqués, d'après vos connaissances? Il y en a certainement beaucoup, mais je ne me rappelle pas sur le champ. Mais sinon, je pense qu'il y en a beaucoup. Je me souviens, par exemple, d'une scène, mais là, ce n'est pas forcément Maggie Le Tocard. C'était des jeunes patriotes qui avaient séquestré 2 journalistes de la chaîne de télévision France 24. Pendant plusieurs heures, j'ai dû aller négocier pendant longtemps afin d'obtenir leur libération. Contre cela aussi, il n'y a eu aucune sanction, rien. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on baignait dans une atmosphère d'impunité. and on this incident do you recall Question. Est-ce que vous vous souvenez quand cet incident a eu lieu? Non, je ne me rappelle plus de la date exacte. and in relation Question. En ce qui concerne les activités de Maggie Le Tocard, ou plutôt des opérations de police qu'il menait, avez-vous rendu compte de ces activités à vos supérieurs? Je ne sais plus si je l'ai fait, mais je pense que je n'avais pas besoin de le faire parce que tout le monde connaissait les agissements de Maggie Le Tocard. La preuve, on parlait de lui à la télévision nationale, alors qu'il n'était personne, ou du moins rien, ni militaire, ni gendarme, ni policier, ni même procureur ou juge pour procéder à des arrestations. Mais on parlait de lui à la télévision nationale. Donc, voilà. and did you
Question. Est-ce que vous avez personnellement reçu des consignes en ce qui concerne ces activités de la part de vos supérieurs? Non, jamais. Now, I've just got a Question. Il me reste des sujets à aborder, mais je vais être extrêmement bref. Le président, 14h30 jusqu'à 14h30. Madame Pack, je vais être très rapide. Après avoir quitté le commissariat le 31 mars, savez-vous ce qui s'est passé par la suite au commissariat de police? J'ai appris que le commissariat avait été saccagé. J'ai appris aussi que les jeunes miliciens s'y étaient installés. C'est eux qui faisaient maintenant la police. and anyone. Question. Est-ce que vous vous souvenez de certains noms? Non, pas du tout. Do you know what happened to Maggie Le? Question. Savez-vous ce qu'il est advenu de Maggie Le Tocard à cette époque? À cette époque, non. J'avoue que quand je suis rentré chez moi, plus rien ne m'intéressait. À part que la paix revienne définitivement pour qu'on reprenne le travail. Now, I want to move on. Question. Je vais maintenant aborder la question des mosquées dans votre zone de compétence territoriale. Avez-vous jamais reçu, au cours de la crise, des consignes concernant les mosquées qui se trouvaient dans votre zone de compétence? Oui, constamment on nous appelait pour nous dire qu'il y a des armes dans telle mosquée, d'aller vérifier. Et on partait vérifier. Il se trouvait que souvent on n'était pas seul. Il arrivait par moments que des miliciens se retrouvaient avec nous dans nos vérifications. Et les mesures que nous prenions vis-à-vis des mosquées, on savait par exemple qu'il fallait se déchausser, on prenait toutes ces mesures-là, mais ce n'était pas le cas pour, par exemple, les miliciens qui étaient avec nous. Called by whom? Called by whom? Le président, vous venez de dire qu'on nous appelait. Qui est-ce qui vous appelait? On nous appelait et on nous disait qu'il y avait des armes. Qui est-ce qui vous appelait? Pour ce genre d'informations, c'est mon chef hiérarchique direct, le commissaire Tiagnéré, qui me donne l'information pour aller vérifier. So it wasn't Le président, ce n'était donc pas des citoyens, de simples citoyens qui appelaient la police. Donc les consignes venaient de vos supérieurs. Les consignes venaient toujours de nos supérieurs, jamais des populations civiles. And Madame Pack, et lorsque vous vous rendiez dans les mosquées pour faire des recherches, avez-vous jamais trouvé des armes lors de ces opérations? Jamais on n'a trouvé une arme dans une mosquée. Jamais. one quick other. Question. Une autre question très brève en ce qui concerne les mosquées. Vous savez qu'il y avait une mosquée à Port-Bouët 2, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'il y avait une mosquée à Port-Bouët 2, oui. Is that in your zone of jurisdiction? Question. Est-ce que cela se trouve dans votre zone de compétence ou est-ce que c'est à l'extérieur? Extérieur, c'est à la limite, à la lisière pratiquement. Mais ce n'est pas dans ma zone, c'était à l'extérieur, dans la zone du commissaire du 17e. And
Avez-vous appris l'existence de quelque incident que ce soit dans cette mosquée au cours de la crise post-électorale? Oui, j'ai appris que l'imam de cette mosquée a été tué et je l'ai appris de mon chef parce que j'avais appris qu'il y avait eu une opération de la BAE dans la zone de Port-Boué 2 et j'avais appris aussi que l'imam avait été tué. Donc j'ai demandé à mon chef, il me dit oui, effectivement, l'imam de la mosquée est mort. And who did Une question. Et qui vous a fourni ces opérations et le fait et les informations selon lesquelles c'était la BAE qui avait mené ces opérations? C'était sûr de nous tous, parce que nous sommes policiers. Et puis, mon chef m'a confirmé que, effectivement, la BAE a eu une opération en ce lieu. do you recall Question. Est-ce que vous vous souvenez approximativement de la date à laquelle cela a eu lieu? Non, j'ai oublié. Okay, one moment, please. Un instant, je vous prie, monsieur le témoin, dit Madame Pack. Just perhaps we can. Madame Pack, afin de mieux situer les choses dans le temps, est-ce que c'était avant ou après que vous rédigiez votre rapport du 28 février 2011? Je pense que c'était après, mais comme je l'ai dit, je ne me rappelle vraiment plus. Madame Pack, monsieur le témoin, merci de vos réponses. Je n'ai plus de questions à vous poser. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser au témoin. Le Président, par curiosité, monsieur le témoin, de ma part, lorsque vous faites une perquisition dans une mosquée, par exemple, ou ailleurs, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une autorisation émanant du procureur ou d'un juge d'instruction? Ou alors est-ce que, disons, vous pouvez agir de votre propre chef en suivant uniquement les consignes de votre supérieur? Oui, on pouvait agir de notre propre chef parce que chez nous, un officier de police judiciaire n'a pas besoin d'une autorisation pour faire une perquisition. Lorsque nous avons une information qui nous paraît justifiée, étant officier de police judiciaire, mais seulement officier de police judiciaire, parce qu'il n'est pas permis à n'importe qui de le faire, seuls les officiers de police judiciaire peuvent faire des perquisitions, mais sans forcément un mandat de juge. Thank you very Le Président, merci beaucoup. Nous en arrivons maintenant au contre-interrogatoire de la défense et je me tourne vers les équipes de la défense afin de voir si elles ont pu se mettre d'accord ou non. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Now, I just ask if there is an agreement. Le juge président, est-ce que les parties ont réussi à trouver un accord? Ou alors dois-je décider qui va entamer le contre-interrogatoire? Maître Knops, après avoir consulté les membres de mon équipe, je n'ai pas d'objection à ce que l'équipe de M. Gbagbo mène son contre-interrogatoire en premier. Le président, vous n'avez pas d'objection ou il existe un accord? Monsieur Knops, c'est exactement la même chose, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Dans ce cas-là, nous allons suspendre l'audience pendant 5 minutes et nous nous retrouverons dans 5 minutes précisément. Pardon.
Please be seated. Veuillez asseoir. Maybe the defense of Mr. Bligoudet should... L'accusation. Peut-être que la défense de Monsieur Blégoudet pourrait commencer. Le président. La porte s'ouvre, dit le président. I was going to give the Le président. J'allais donner la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, comme vous l'aurez compris, le bureau du procureur en a terminé avec son interrogatoire. C'est maintenant à la défense de monsieur Gbagbo de vous interroger. 1 heure, ensuite nous aurons une pause et puis ensuite nous aurons une nouvelle session d'1h30 aujourd'hui. Et puis, nous nous arrêterons jusqu'à demain matin. Maître Altit, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord? Ok. Alors on y va. Monsieur le témoin. Le président, je vous lance un avertissement à tous les deux parce que vous parlez français tous les deux. Il y a un grand risque que vous vous chevauchiez. Donc, s'il vous plaît, ne parlez pas trop vite et ne vous interrompez pas l'un l'autre. Merci. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Je pense mai 2014. Vous n'avez pas eu de contact avec le bureau du procureur avant cet entretien? Non. Et comment avez-vous été contacté par le bureau du procureur? J'ai reçu leur appel et ils m'ont invité à un endroit dont nous avons convenu et j'y suis allé. Qui leur avait donné votre numéro de téléphone? Je n'en sais rien. Est-ce
Est-ce que votre hiérarchie vous a demandé de parler au bureau du procureur? Ma hiérarchie ne m'a pas demandé de parler au bureau du procureur. Mais l'avez-vous prévenu lorsqu'il a été question d'un rendez-vous avec le bureau du procureur? En avez-vous parlé à vos supérieurs ou à des collègues? Non, je n'en ai pas parlé parce que on m'avait demandé de ne pas en parler. Je n'en ai pas parlé et c'est pratiquement à quelques jours de mon voyage que j'ai été appelé par ma hiérarchie pour me confirmer que je devrais effectivement voyager. À quelques jours de votre voyage à La Haye, de votre voyage ici, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Si vous permettez, Monsieur le Président, je souhaiterais une session à huis clos partiel très brève. Let's go into private. Président, huis clos partiel, s'il vous plaît.